Cuando volverás, dime morena si hay otro. Radio Fréquence Méditerranée. Il est 10h. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. On est en direct avec notre nouvel épisode de l'association Menton Terami avec leur émission M Parlem. Avec un sujet très intéressant aujourd'hui, on va vous parler de l'eau de la Roya, source de vie des deux Rivieras. Animé aujourd'hui par Auguste Macari et Jean-Marie Tomasi, avec leurs invités, Madame Martine Molinari Duclois et Monsieur François Sestini. Merci Jean-Luc. Effectivement, notre troisième émission d'M Parlem consacrée aujourd'hui à l'eau de la Roya. Le bruit que vous entendez en ce moment, c'est celui de l'eau qui coule d'un robinet. Il est le résultat d'un geste familier que vous effectuez plusieurs fois par jour pour votre toilette, le nettoyage de votre vaisselle ou de votre linge. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où provient cette eau et le trajet qu'elle a emprunté pour parvenir jusqu'à l'évier de votre cuisine ou la douche de votre salle de bain? Les habitants de Menton et des communes environnantes sont alimentés grâce au canal de la Vésubie, qui prend sa source à Saint-Jean-la-Rivière, dans la vallée de la Vésubie, et surtout par l'eau de la Roya qui assure l'essentiel de l'approvisionnement des communes de la Riviera. De la nappe phréatique située en territoire italien à votre robinet, à travers monts et vallons, c'est ce cheminement que nous allons vous décrire au cours de cette troisième émission d'M Parlem, consacrée à l'un des plus importants chantiers entrepris tout au long de la seconde moitié du XXe siècle par les autorités mentonnaises. 2 ans après la tempête Alex, qui a ravagé la vallée de la Vésubie et de la Roya, et au lendemain d'un épisode de sécheresse qui a affecté fortement la nappe phréatique du Haut-Pays, il nous a semblé important de tenter de répondre à ces quelques questions. Quels sont les besoins en eau actuels des communes de la Riviera? Comment sont-elles approvisionnées? Et quelles sont les difficultés administratives et techniques qu'il a fallu résoudre au cours de 32 ans d'un véritable parcours du combattant qui aura permis l'arrivée de l'eau de la Roya dans les foyers des communes du littoral? Pour aborder tous ces sujets essentiels et complexes autour de notre micro, Martine Duclois, fille de Pascal Molinari, l'inventeur et le réalisateur du projet, que j'aurai l'occasion et le plaisir d'interroger dans quelques instants pour qu'elle nous renseigne sur les circonstances qui ont amené son père à se lancer dès 1936 dans cette aventure. À ses côtés, François Sestini, agent de maîtrise de la Compagnie Générale des Eaux, aujourd'hui Veolia, responsable du service production et à ce titre en charge du captage et du traitement et de l'acheminement de l'eau pour la partie est du département. Il est aujourd'hui un jeune retraité très actif, notamment au sein de l'association des Chœurs du Campanin. Il sera interrogé sur les aspects techniques de ce dossier par Auguste Macari, vice-président de Menton Terami, qui produit cette émission mensuelle. Mais avant d'ouvrir ce dossier, revenons quelques dizaines d'années en arrière, et plus précisément à cette période à la fois sombre et pleine de promesses qui suivit la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1946, les Mentonnais, évacués à 2 reprises, reviennent peu à peu dans la cité des Citrons, qui vient de subir l'annexion italienne de juin 40 à septembre 43, et l'occupation par les Allemands de septembre 43 à septembre 44. Les bombardements des Alliés, des forces d'occupation, ont bien entendu endommagé non seulement les bâtiments privés, mais également les hôtels et les bâtiments communaux, et aussi les réseaux collectifs, dont celui de l'eau qu'il faut réparer et, dans certains cas, reconstruire. L'entreprise est d'autant plus difficile que Menton et Roquebrune sont éloignés du centre des décisions concentrées pendant cette période à la préfecture de Nice. À cette réalité géographique s'ajoutent les conséquences de l'occupation, puis de l'annexion de Menton par les Italiens à partir de juin 40. Menton, vidé de sa population, perd ainsi ses forces vives qui manqueront cruellement au moment de la reconstruction. Un homme pourtant
parvient à rester sur place pendant toute cette sombre période. Pascal Molinari, votre papa, Martine, qui occupe depuis 1936 les fonctions d'ingénieur en chef de la ville de Menton. Après l'armistice signé en 1939, le préfet des Alpes-Maritimes le désigne comme représentant chargé de surveiller les biens des particuliers et les installations communales de Menton. C'est lui qui, dès cette période, prend conscience du défi que les communes du littoral auront à relever au lendemain de la libération pour assurer l'approvisionnement en eau du littoral. Votre papa, donc, Martine, pour lui, l'adduction d'eau, qui est un terme de genre féminin, a été sa seconde passion, véritablement. Tout à fait. Depuis son arrivée à la mairie en 1931, il a toujours pensé à cette chose-là, parce que le Menton était approvisionné par toutes les sources qui sont autour, mais qui donnent assez peu, et qui se dessèchent plus ou moins pendant l'été. Donc son idée, c'était de faire un canal spécial pour Menton. Moi, avant la guerre, je ne savais pas, j'avais 4 ans à la guerre. Mais il a toujours pensé à une canalisation venant de la Roya. Parce que la Roya, évidemment, vient de la montagne, elle est bien approvisionnée et l'eau est propre. D'accord, nous allons revenir sur la description technique avec Auguste Macquarrie et avec notre ami François Sestini, mais essayons de faire une plus ample connaissance avec votre père. Il arrive à Menton donc en 1931. Il avait participé à la construction du barrage de Serponçon. Il est ingénieur. Ingénieur de centrale. D'accord. Et quand il arrive à Menton, il rencontre votre maman ou il la rencontre déjà avant? Non, à peu près à ce même moment. Il est venu en 1931 et ils se sont mariés en 1932. Alors je mentionne votre maman parce que Adi Clérici Molinari est d'origine monégasque. Monégasque. Et elle a fondé l'école de musique de Menton. Elle a créé de ses propres mains et de ses propres moyens au départ. Et alors, disons que le couple également a participé fortement, a soutenu la création du Festival de musique de Menton. Tout à fait. En 1949. En 1949. Donc c'est un couple qui vraiment a marqué tout le XXe siècle, je suis dire, non seulement par les réalisations techniques de votre papa, mais également par l'action culturelle. Exactement. Très bien. Donc, pendant l'occupation italienne, il est donc en poste déjà à Menton et il a protégé les biens des Français dans la mesure du possible. Il avait été pour cette mission nommé par... Il faisait partie de la commission d'armistice. Et donc avait été nommé par le préfet pour cette mission particulière. Vous savez, moi j'étais toute petite, j'ai entendu ces mots, je voyais ce qui se passait, mais officiellement, je ne connaissais pas. D'accord. Pendant l'occupation, vous êtes à quel endroit? Pendant l'occupation, grâce à ma mère qui était monégasque, nous sommes restés à Monaco. Mais avant d'arriver à Monaco, nous avons fait un tour par Bradas, pour aller à l'école, à Vence. Et puis nous sommes venus à Monaco. Et nous sommes restés à Monaco jusqu'en 1943, parce qu'on ne pouvait pas entrer à Menton. Ou alors il fallait aller à l'école italienne. Et après, quand les Allemands sont arrivés, les Italiens sont partis, on a pu rentrer. Pas pour longtemps, hélas. Donc, à cause des bombardements, nous sommes repartis. C'est-à-dire que vous êtes revenu car l'administration française a de nouveau remis Menton en France. En France, voilà. Alors, je peux vous raconter une petite anecdote. Oui. C'est Monsieur Coll était le concierge de la mairie. Et pendant l'occupation italienne, il avait caché le drapeau français entre ses chemises. Parce qu'il habitait la mairie, bien sûr. Il était appariteur, si mes souvenirs sont bons. Oui, Coll. Hein. Voilà.
une fois que le dernier Italien a quitté les marches de la mairie, vite, il a mis le drapeau français. Et c'est pourquoi nous avons pu revenir en France. Mais si je peux me permettre, des Italiens, curieusement, après avoir occupé Menton, ont laissé l'administration française continuer à s'occuper de la ville. Parce qu'ils étaient obligés. C'est là que votre père a pu œuvrer. Oui. Ils étaient obligés parce que il y avait toute l'administration italienne, mais en même temps, il y avait l'administration française, parce que c'était une clause de l'armistice. Oui, certainement. Puis ça devait les arranger. Bon. Alors, lorsque l'occupation italienne se termine, il fait donc partie de la commission d'armistice et à la Libération, il profite des dispositions du traité de paix entre la France et l'Italie pour lancer un premier projet pour compléter l'alimentation en eau des communes de Vintimille et de Menton. Oui, c'est ça. Mais il a fallu attendre très longtemps parce que jusque dans les années 50, il n'y avait pas de gouvernement en Italie. Oui, les études commencent en 1946, effectivement. Et comment dire, la permission, si l'on peut dire, n'était pas obtenue tant qu'il n'y avait pas de gouvernement en Italie. Alors, votre papa vous parle de ce problème de l'eau de la Roya. Enfin, il en parlait avec ses frères, ses cousins. Vous savez, les petites filles, elles vont se promener avec papa, mais... Elle n'aborde pas ce sujet. Mais on entend. D'autant que Pascal Molinari était un homme assez secret, discret pour le moins. C'est exact ? Oui, exact. Réservé ? Il parlait peu. Il parlait peu, mais avec ses amis, qui étaient aussi résistants comme lui. On ne l'a pas mis en avant, ça, mais... Et avec Préaudat, qui était le directeur de la Condamine, et puis d'autres personnes que j'ai moins connues, il y avait ça entre eux aussi. D'accord. Donc, à la reprise des pourparlers en 1950 entre l'Italie et la France, un nouvel avant-projet est lancé et on assiste à la création d'une commission en 1963, très tardivement, chargée de préparer une convention qui sera finalement signée entre la France et l'Italie le 22 septembre 1967 et ratifiée par le Parlement français le 12 mai 1969 et par le Parlement italien en 1970, le 25 mai. On peut dire que cette convention, c'est l'acte de naissance de l'eau de la Roya. Et là, je me tourne vers François Sestini. À cette époque-là, vous n'êtes pas encore à la Compagnie Générale des Eaux. Non, pas du tout. Je suis rentré dans cette entreprise en 1973. Et j'ai commencé à m'occuper des travaux qui étaient en cours. Et les chantiers de la Roya avaient été commencés en 1971. Le premier puits avait été créé. Et on allait commencer à faire des premiers essais pour savoir si les puits avaient un rendement suffisant pour pouvoir alimenter la ville de Menton et correspondre aux conventions qui avaient été signées avec la commune de Vintimille à l'époque pour le droit d'eau qu'on a pu obtenir dans ce champ captant. D'accord. François Sestini. Oui. Ça me fait plaisir de vous voir là et merci d'être venu bavarder avec nous dans cette émission d'Imparlem. Je suppose que en 1973, à 18 ans et demi, quand vous entrez pour remplacement à la Compagnie des Eaux, avec une formation de brevet électricien professionnel, vous vous dites, je me demande s'il ne valait pas mieux que je fasse un brevet de technicien dans la plomberie. Exactement. Parce voilà. Que je me suis demandé au début qu'est-ce que je devais venir faire dans cette entreprise, vu que moi, je n'y connaissais rien en tout ce qui était plomberie et canalisation. J'avais omis dans mon cerveau que tout ce qui nous entoure fonctionne avec de l'électricité, chose à laquelle je me suis... Enfin, le fait est que pour un remplacement, il a duré toute une carrière. Ah oui, j'ai travaillé uniquement dans cette entreprise. Voilà.
J'ai fait pratiquement 49 ans dans cette entreprise. Donc, autour de ces 49 années, j'ai pu voir l'évolution des travaux qui ont été faits. J'ai pu voir l'évolution des travaux de la Roya, les diverses constructions qui ont mené, oui, parce qu'en 1973, nous sommes 5 ans avant la première distribution de la première goutte d'eau de la Roya dans le robinet. Donc, vous avez participé à ce chantier qui est quand même une œuvre importante, et surtout, c'est une première européenne, internationale, une première européenne. C'est un phénomène qui a fait que nous avons créé l'Europe avant l'Europe, parce qu'à ce moment-là, l'Europe n'existait pas. Voilà, parce que c'était pas évident. C'était pas évident d'arriver à faire ce projet dans la situation qu'on était à l'époque. Bon, alors pour avoir vécu tout cela, vous êtes la personne appropriée. Si, pour nous éclairer un peu là. Parce que quand nous sommes des consommateurs, nous, on ne se pose pas de questions. On ouvre le robinet, il y a une eau claire et limpide, agréable à boire, qui nous est fournie. On sait ou on ne sait pas d'où elle vient. Est-ce qu'elle est de la Vésubie ou de la Roya? On n'en sait rien. Nous, on se contente de profiter de tout ça. On ne sait pas où elle a été, où sont les forages, donc où elle est captée. On ne sait pas comment elle est traitée. On ne sait pas comment elle est stockée, dans quel réservoir, ou quel premier réservoir, quel second réservoir. On ne sait pas comment elle va cheminer par Mons et par Vaux pour arriver à la Girode, franchir la Girode et rentrer sur le territoire mentonais, pour arriver à sa destination finale, c'est-à-dire le réservoir de Bauset. Voilà. Alors, écoutez, éclairez-nous d'abord pour savoir exactement, dans le bassin de la Roya, où sont les forages. Alors, pour exorer, j'ai retenu le terme, pour exorer l'eau de la nappe phréatique de la Roya. Expliquez-nous. En fait, dans le lit de la Roya, il a déjà fallu trouver un terrain qui correspondait à ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire qu'on avait besoin, par rapport à la convention, de pouvoir tirer 500 litres seconde. La convention prévoyait que ces 500 litres seconde soient retirés dans 2 puits. Donc on a fait un premier puits en 1971, qui est ce premier puits, c'est un puits particulier, c'est un puits étanche. C'est un puits à drain rayonnant, c'est-à-dire que c'est un puits que si on ferme les vannes, on peut le vider complètement. On peut aller au fond du puits, voir ce qui se passe et voir aussi s'il y a lieu de faire des travaux sur les différents drains qui alimentent ce puits. Donc c'est un puits sec, c'est un puits qui est étanche, on dit un puits étanche. Et dans ce puits, il y a des drains rayonnants. Ces drains sont chargés de ramener l'eau dans le puits. Et cette eau est filtrée naturellement par le terrain naturel. Et toutes les particules fines et moins fines sont toutes retenues dans ce terrain alluvionnaire. Ce puits est situé à quel endroit exactement? Alors, ce puits est situé commune de Ventimille, dans un lieu dit qui s'appelle la Frazione Pora, c'est-à-dire c'est quand on monte vers Breil, dans la vallée de la Roya, c'est sur le côté gauche de la route, et on voit qu'à un moment donné, après le grand pont qui finit la voie rapide, là, disons, on voit un espace assez large, assez plat. Et c'est dans cet endroit qui a été installé nos installations. On sait pourquoi on a installé ce puits à cet endroit-là? C'était la zone qui a été à l'époque retenue, qui était la mieux située et avec une réserve d'eau suffisante en dessous pour subvenir aux besoins qu'on avait à l'époque. D'accord. La surface à peu près de la nappe phréatique qui nous alimente. La surface elle part du versant gauche au versant droit du lit de la rivière. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'eau qu'on voit, bien sûr, qui coule dans la rivière, et puis l'eau qu'on ne voit pas, qui coule en dessous. Et c'est cette eau-là qui nous intéresse, et c'est cette eau-là qu'on va rechercher, capter et sortir, donc exorer, comme on dit, exorer du puits, et ensuite traiter et acheminer dans nos conduites pour arriver en France. Vous avez creusé combien de puits et comment se passe la répartition de l'eau qui est exorée justement entre les Italiens et nous? Pour arriver à remplir notre convention, disons, il a fallu créer 2 puits.
C'est deux puits sont distants de chacun de l'autre de 200 mètres à peu près. 200 mètres. Et dans chaque puits, il y a des drains rayonnants, comme j'ai expliqué tout à l'heure. La longueur des drains fait à peu près une centaine de mètres par puits. Et c'est des tubes acier inox de 300 mm avec des petits trous qui sont bien calibrés pour retenir des particules fines de manière à ce que l'eau qui arrive dans le puits arrive... Combien de pompes par puits? Alors, dans chaque puits, nous avons installé 3 pompes. Chaque pompe fait 125 litres seconde. Donc il y a 2 pompes qui marchent en automatique, ce qui fait 250 litres seconde, et une qui est en secours au cas où une pompe qui aurait un problème de fonctionnement, puisse remplacer ce qui est défaillant. Donc avec les 2 puits, nous profitons des 500 litres d'eau seconde qui nous sont dévolus. Voilà, donc en tout, nous avons 6 pompes, 3 pompes par puits. Et dans chaque puits, on peut faire fonctionner 2 pompes à la fois. Ce qui fait que 125 x 4, ça fait 500 litres seconde. Et on peut envoyer ces 500 litres seconde vers nos installations en France. Voilà. Alors, à ce stade, pour les Italiens, à ce stade, effectivement, il y a un prélèvement de 500 litres seconde également pour les Italiens. Alors, c'est des ouvrages qui ont été conçus mixtes, parce que la convention prévoit que les ouvrages soient mixtes. Donc, tout est partagé en deux. Ça ne se voit pas comme ça à l'œil, mais tout est partagé en deux. Tout est symétrique. Et dans chaque partie qui nous incombe, chaque État, ou là nous, c'est qui vont installer nos ouvrages et nos installations dans les parties. Mais les ouvrages sont mixtes, donc bien souvent, avec les Italiens, nos collègues, on s'est rencontrés. Et on pouvait parler, on pouvait discuter des différents problèmes qu'on avait sur l'exploitation du champ 14. Donc la maintenance des puits se fait d'une façon très amicale entre les deux autorités. Il y a une très bonne entente entre la France et l'Italie, entre Menton et Ventimille, c'est très important. Il n'y a pas de difficulté à travailler avec nos amis italiens, donc. Non, moi j'ai jamais eu de difficulté à travailler avec les Italiens. Les travaux sont réalisés, financés par la France, en totalité. Oui, les travaux sont financés par la France, mais l'Italie a à sa charge leur installation est à la charge de l'Italie. L'entretien des installations italiennes, c'est italien, français, c'est français. Et la desserte, alors quelles sont les villes qui sont desservies par cette eau en Italie? Alors en Italie, l'eau qui est exorée dans ces puits, une partie elle va dans la partie haute de Ventimille, donc les villages qui entourent, les petits hameaux qui entourent Ventimille, et une partie va aussi vers Ventimille pour alimenter les gens qui habitent Il faut savoir que la commune de Ventimille est très étendue, puisqu'elle commence à la frontière ici. Et donc Grimaldi tous ces villages et les autres appartiennent à la commune de Ventimille. Hein. Ce sont des frazioni, comme on dit en italien. Et même la convention prévoit, donc nous on peut exorer 500 litres seconde, bien sûr, mais on doit distribuer 100 litres seconde dans les communes qu'on traverse entre notre point de captage et la frontière italienne. Alors, est-ce que ces 100 litres qui sont distribués sont ensuite réapprovisionnés normalement, ou bien on se retrouve avec moins de litres d'eau qui arrivent sur le territoire mentonais? Non, ça fonctionne comment? Le territoire mentonais, en fait, si on part à 500 litres et qu'on en distribue 100 litres par-ci, 100 litres par-là, on n'aura pas 500 litres pour arriver. Pardon, j'ai peut-être mal expliqué. Non, c'est très bien expliqué. Je demande une précision pour qu'on comprenne. Il y a 5 piquages sur le parcours, 5 piquages de chacun 20 litres seconde, ce qui fait que dans ces piquages où on a mis des compteurs pour comptabiliser l'eau qui est prélevée, on puisse vérifier et contrôler l'eau qui est renvoyée dans le réseau italien. Oui, donc nous, pour notre gouverne, il arrive 400 litres seconde à la frontière italienne, à la sortie de galerie de la Gironde. Mais je pense que ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Voilà. Alors d'accord. Alors je pense que nous allons aborder dans une deuxième partie de cette interview le parcours de cette... c'est primordial, bien entendu, le parcours de cette eau. On a vu maintenant où elle était puisée. Dans quelques instants, après une petite pause musicale, nous allons voir très exactement le chemin qu'elle emprunte par monts et vallons pour arriver jusqu'au robinet des communes de Menton et du littoral. Un petit break musical avec un de nos jeunes artistes mentonnais. Voilà, le jeune Kevin Vialonga, qui nous apporte
une chanson spécialement pour sa maman. This is Majestic. Tu m'as porté tard le soir, calmé toutes mes peines difficiles. Des moments insupportables, j'avoue maman, je suis pas facile. Bien souvent je t'ai fait de la peine, si tu savais comme je regrette. T'es ma mère, sache que je t'aime, mais sans toi je ferais du surplace. Merci de ce que tu m'apportes et de tout ce que tu m'enseignes. De jour en jour m'ouvre les portes du bonheur et de son succès. Grand respect à ta patience face à mes crises et sauts d'humeur. La meilleure des mamans que tout enfant voudrait avoir. Grâce à ton éducation, je suis poli, gentil, serviable. Merci de m'avoir inculqué toutes ces valeurs indispensables. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais un grand vide dans le cœur. T'as pas hésité une seconde avant de me donner le tien. On a fait millions de choses ensemble, me laissant que de bons souvenirs. Et ma plus belle vision du monde restera celle de ton sourire. Pour toi je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires ou meilleurs. Pour toi je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires ou meilleurs. Pas très démonstratif des sentiments à ton égard. J'ai ma manière de dire les choses, je sais que tu me connais par cœur. Trop fusionnel dès le départ, conseillère à chacun de mes pas. J'essaye de suivre tes conseils, t'es des seuls qui me jugeront pas. J'espère un jour te rendre fier de ce que j'accomplis grâce à toi. Besoin de force, je sais que t'es là, maman, l'unique qui me lâchera pas. J'ai l'ambition pour chose telle, tu me pousses à croire que c'est possible. Avec toi je me sens immortel, même si en vrai c'est impossible. M'a fait le plus beau des cadeaux, choisi pour fonder une famille. Je te dois tellement de merci, maman, que je ne sais comment m'y prendre. Je t'aime, on s'aime, c'est le principal. Là-dessus, pas besoin de preuves. This is Majestic. Pour toi je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires ou meilleurs. Pour toi je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires. Le jeune Kevin Vialonga sur Radio Fréquence Méditerranée, voilà, avec un titre spécialement sans maman. On est de retour dans l'émission M'Parlem avec nos animateurs aujourd'hui, Jean-Marie Tomasi, Auguste Macari, avec ce sujet aujourd'hui, l'eau de la Roya, source de vie, des deux Riviera. Alors on est revenu, on a commencé évidemment le parcours de cette eau, on a vu où elle était puisée, dans quelles conditions, quelles ont été les difficultés. Avec Auguste, nous allons voir maintenant plus en détail le parcours qui permet à cette eau d'arriver jusque dans les robinets du littoral. Oui, François. Donc cette eau, elle a commencé pas un traitement, mais l'enterrer. On l'a un peu épurée. C'est ça? Filtré, c'est ça. Voilà. Nous voudrions savoir quel est le premier traitement qui est donné à cette eau pour qu'elle soit, bien sûr, qu'elle devienne potable. Comment ça se passe? Alors, en fait, l'eau, dès qu'elle est exorée, disons, elle aurait des critères de potabilité, c'est-à-dire qu'on pourrait la boire déjà. Mais vous l'avez bu? Moi, je l'ai bu. À la sortie du puits? À la sortie du puits. Quand on faisait les essais, chaque fois, on buvait un petit verre d'eau et voilà, donc c'était bien agréable. Et si vous voulez, donc, mais comme on ne peut pas vendre de l'eau qui est non traitée, on est obligé de ça, c'est la loi. C'est la loi. Oui. On est obligé de traiter l'eau. Donc, l'eau, dès qu'elle sort, on lui injecte du chlore en gaz, du chlore, et ce chlore est réglé automatiquement en fonction du débit qu'on est en train d'exorer. Et c'est le seul traitement que subit cette eau. Donc il n'y a rien d'autre qui vient perturber la qualité de l'eau, si ce n'est que la quantité de chlore qu'on injecte au départ du puits. J'en profite pour revenir à ce que disait Martine, c'est que l'eau de la Roya est de bonne qualité, puisque avec un simple filtrage, on peut déjà la boire. Oui, oui. C'est quand même, c'est vraiment un trésor. Qualité. Alors le parcours, Auguste. Par contre, déjà, on a une région très particulière qui permet uniquement avec ce traitement, enfin avec cette filtration, de pouvoir boire cette eau qui est donc de très bonne qualité. À cause de la verticalité. Très bonne qualité. Alors, est-ce que ce traitement se passe dans le
premier réservoir où va être amené l'eau? Même pas. Dès que l'eau est exorée, dès que l'eau sort du puits, dès qu'elle n'est plus dans le puits, disons, on lui injecte le chlore. Ce qui fait que tout le long de son chemin, de son parcours, elle est déjà chargée en chlore, ce qui permet de Alors, première étape, elle arrive où? Première étape, cette eau passe dans une conduite de 700 mm. Et cette conduite va traverser le fleuve Roya, va aller en face, dans la commune de la Bévéra. Il y a un petit réservoir situé rive gauche de la Bévéra, où cette eau qui arrive est stockée. Le temps que les pompes qui sont à côté à la station élévatoire puissent repomper l'eau vers le réservoir de Simédé-Gavi. Et donc là, dans cette station élévatoire, nous avons 4 pompes élévatoires qui avec une pression de 30 bars, disons, fait remonter l'eau au réservoir de Simédé-Gavi. Alors, ce réservoir de Simédé-Gavi, quelle est sa contenance? Déjà, son altitude? Il y a une canalisation qui est entre cette station de pompage et le réservoir, qui est environ de 1 km. Donc on traverse la montagne et tout, on monte vers ce réservoir, qui est à la côte 330. C'est-à-dire qu'on a monté l'eau assez suffisamment haut pour qu'ensuite, gravitairement, elle puisse revenir vers Menton en franchissant 2 vallons et 2 galeries techniques et de sortir en France à la tête de la Girotte, qu'on appelle. La capacité de ce réservoir? Alors, ce réservoir, quand même, il était quand même assez impressionnant parce que c'est un des plus gros réservoirs que nous avons, même qui existe dans le... En litres, nous volons. Alors, déjà que je vais quand même vous donner un ordre d'idée pour les mesures, pour que vous puissiez imaginer des choses. C'est un réservoir qui fait 9 mètres de haut, donc c'est peut-être 3-4 étages dans un immeuble. Il fait 45 mètres de diamètre. Il a 79 petits poteaux à l'intérieur qui tiennent la dalle. Et il fait 11 000 mètres cubes. Donc 11 000 mètres cubes, ça fait déjà 11 millions de litres d'eau. 11 millions Chaque matin, quand on commence la journée, notre travail, c'est d'avoir ce réservoir qui doit être plein, pour pouvoir subvenir aux besoins de la journée dans le paysage mentonais et environnant. Alors, quand nous avons préparé cette émission, vous nous avez indiqué le nombre de fois que vous remplissez ce réservoir pour parvenir à alimenter en période estivale l'ensemble des besoins de la population. C'est combien de fois? Donc en période estivale, bien sûr, la population augmente, donc les besoins augmentent. L'arrosage, les piscines, les douches, tout ce que vous voulez, quoi. Et nous avons besoin à ce moment-là de 3 réservoirs par jour, c'est-à-dire que 11 000 mètres cubes fois 3, ça fait 33 000 mètres cubes. Donc entre le 14 juillet et le 15 juin, nous fournissons en moyenne... Tous les jours, 33 000 mètres cubes, 33 millions d'eau par jour. Quoi. 33 millions de litres d'eau Imaginez quand vous buvez un verre d'eau par rapport à un verre d'eau, qu'est-ce que ça fait, la quantité. Alors les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, je crois qu'auront peut-être tendance dorénavant à faire attention et à économiser l'eau de ce robinet. 33 millions de litres par jour, c'est la consommation de... Donc ça équivaut à peu près à 3 réservoirs. Dans la journée, ce réservoir est vidé 3 fois. Ce qui veut dire que nous, en cas de problème, il faut avoir une grande réactivité pour remettre une installation en service et faire fonctionner tout ça, quoi. Sans que les gens à la maison se rendent compte qu'on a eu des problèmes, qu'on a eu des fuites, qu'on a eu des problèmes techniques. C'est quotidien, ça. C'est quotidien. On doit chaque jour arriver à ces... Il faut dire que le but de cette réalisation, c'est de fournir de l'eau à 350 000 habitants. Voilà. En fait, cette eau de la Roya alimente de Menton jusqu'à la principauté de Monaco. On a aussi des communes environnantes qui en bénéficient, comme qui nous entourent, qui font partie avec la CARF. Et donc toutes ces communes bénéficient de l'eau de la Roya sans même le savoir. Alors, parce qu'en fait, on reprend maintenant En fait, l'eau de la Roya a été injectée au bout du réseau. Avant, l'eau venait uniquement de la Vésubie, ce qui fait qu'on avait une seule alimentation qui a amené l'eau vers Menton. Et il arrivait que pendant des périodes creuses ou estivales, les Mentonnais manquaient d'eau dans leur maison, dans leur campagne, dans leur terrain. Et à l'époque, les gens, déjà pour remédier à ce
problème. Les gens n'avaient pas, chez eux, n'avaient pas de compteur d'eau proprement dit. Ils étaient alimentés à la jauge. C'est-à-dire qu'ils avaient une pastille où ils passaient un filet d'eau et ils devaient remplir leur réservoir d'eau, parce que chacun avait un réservoir d'eau, soit sur le toit, soit dans la campagne, ou quoi, pour après pouvoir s'en servir dans la journée. Et puis, dans les maisons, les vieilles maisons au jardin, il y avait toujours un puits au bas des collines. Et on avait la pompe à main pour arroser le jardin et même pour prendre le bain. Oui, bien sûr. Alors, de Cima di Gavi, ça y est, on vient vers la France. Comment ça se passe? De Cima di Gavi, si vous voulez, donc l'eau, on a amené l'eau à son point le plus haut où on en avait besoin. Quoi, donc c'était la côte 300, à la côte 330. Et donc partant de là, l'eau peut faire son chemin gravitairement vers Menton déjà. Donc déjà, elle va franchir un premier vallon, le vallon de Carletti. C'est celui de Latte. C'est celui de Latte, là. Oui. Donc la canalisation descend jusqu'en bas, elle traverse le petit cours d'eau là, et elle remonte vers le village de Cialza. Et à Cialza, elle va suivre une piste qui à l'époque était une piste militaire, qui a été réutilisée. Donc nous, on s'en est resservi pour faire passer notre tuyau de 700 mm toujours. Hein, donc imaginez un peu le transport des conduites, le béton, les butées, les vannes, tout ce qu'il a fallu créer et apporter. Par endroit même, on a déposé le tuyau avec un téléphérique qu'on a créé sur place pour pouvoir amener les matériaux dans le ballon et les faire remonter parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de piste, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était quand même des travaux quand même, on va dire, spectaculaires. C'était quand même pas mal. Impressionnant. Et l'eau a permis d'ailleurs la construction de routes pour l'accès au chantier. Et ça a permis également d'urbaniser ces secteurs, parce qu'il y a quelques maisons qui se sont construites maintenant qui ne l'étaient pas avant. Bien sûr, les gens après ont profité que la route ou la piste ait été créée pour pouvoir venir s'installer. Là, nous sommes du côté français déjà. Même côté italien. J'ai pas fini là. Je pensais que la piste militaire du côté italien, elle a enfin servi à quelque chose de pacifique. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Au bout de cette piste, il y a la première galerie. Belenda, qui mesure environ 800 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée... Section. Alors, elle fait à peu près 2 mètres par 2 mètres. C'est-à-dire que quand on l'a créée, on pouvait tout juste rentrer dedans avec une voiture. En 4L, il m'est arrivé de traverser la galerie à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de conduite, il n'y avait encore rien, quoi. Et de traverser en faisant très attention d'aller de part et d'autre. Alors, ce tunnel amène la canalisation dans le vallon de Saint-Louis. Oui, donc à la sortie de Belenda, on a un deuxième vallon, c'est le vallon de Saint-Louis. Le vallon de Saint-Louis. Et pareil, là, ça redescend vers le vallon. Donc là aussi, pour poser la conduite, il a fallu mettre un téléphérique. Bon, on l'a créé sur place, qu'après on a enlevé. Hein. Et pareil, pour remonter vers la galerie de la Giraude. Alors là, on a eu aussi des grosses difficultés pour mettre cette conduite. Là, on est toujours par gravitation, donc à une cote inférieure à 330, ce qui était celle du grand réservoir. C'est ça. Donc là, on est en train de remonter vers la piste de la Giraude. De la Giraude, oui. Et arrivé à la piste de la Giraude, il y a une deuxième galerie qui a été créée et percée et qui fait à peu près 400 mètres de long. Toujours le même diamètre. Toujours le même diamètre. Tout le rocher. Tout dans le rocher et tout. C'est spectaculaire parce qu'à l'intérieur, on a trouvé des stalactites, des stalagmites. Et c'était impressionnant d'en creusant, trouver ce genre de choses-là. Oui, vous avez même trouvé quelques passages clandestins. Alors, non, ça c'est après. Après, lorsqu'on a commencé à exploiter cette eau, quoi. On a eu des problèmes avec la police et tout ça, parce que beaucoup de clandestins passaient par cette galerie technique qui pourrait être facile. La galerie permet de déboucher, justement, en territoire français. C'est ça. Elle passe sous la crête de Garavant. C'est ça. Donc les CRS étaient planqués à la sortie de la galerie, quoi. Et ils attendaient que les clandestins sortent pour les cueillir. Ça, c'est un autre problème. Et donc, par rapport à ça... Il est jeté du haut du pas de la mort. Voilà, donc par rapport à ça, l'eau on l'amène où là? Alors, par rapport à ça, pour plus avoir ce problème, il a été fait un mur dans cette galerie
pour plus que les clandestins puissent passer. Et on a renforcé les portes aussi, parce qu'à chaque fois, ils nous cassaient les portes. Donc on a renforcé les portes, on a fait un mur à la tête de la galerie, pour plus que ce genre de choses puisse se produire. Donc depuis, ils ne passent plus par là. Alors revenons à l'eau, laissons ce problème-là pour une autre fois. Donc l'eau arrive à ce moment-là en territoire français. Alors, il y a un compteur d'eau déjà, à peine on arrive en France, là il y a un compteur d'eau qui va vérifier le débit qui est comptabilisé en France. Et là on doit vérifier qu'on ne dépasse pas 410 secondes, chose qui est prévue par la concession. Qui a été signé en 1967 pour 70 ans. D'accord. Donc, Et on arrive. Oui, donc nous arrivons où? Alors on arrive. Réservoir final. On arrive à la sortie de la galerie de la Girode. Et pareil, il y a une piste qui a été créée. Et cette piste, bon, bien sûr, à l'époque, il n'y avait rien du tout. Alors, cette piste passe cette canalisation. Et qui suit donc la piste et qui remonte vers un réservoir qui a été créé en 85-86, le réservoir du Baucé. Et le réservoir du Baucé, c'est le réservoir que quand on est au bord de mer, on peut arriver à deviner. On le voit dans la montagne là. On en voit les antennes d'ailleurs. On voit des antennes dessus, oui, dessus des antennes. C'est un réservoir qui fait 4000 m3. Donc c'est un réservoir qui est rond, qui est circulaire, qui est construit sur le modèle du réservoir de Simédicavi avec des poteaux intérieurs aussi. Et donc lui 4000, donc pensez que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. 1 litre. Alors 4 millions de litres. Merci. Donc vous le remplissez 8 fois. Donc ça veut dire que voilà, c'est-à-dire que dans l'été, on va dire, on renouvelle l'eau 8 fois dans le réservoir. Alors, une question que je me suis toujours posée, est-ce qu'il y a du personnel là-haut? Parce qu'on ne voit jamais personne. Mais il y a du personnel, aucune part. Tout est automatisé, tout est surveillé à distance. Et déjà, à distance, on peut déjà agir sur des phénomènes particuliers. Mettre en marche des pompes, arrêter des pompes, améliorer la coloration, la réduire. Effectivement, j'y suis monté plusieurs fois, je n'ai jamais vu personne. Par contre, on entend le bruit de l'eau fort, continuellement. Une question qui peut-être va poser quelques questions. La sécurisation de l'eau. L'eau est enfermée complètement, elle est inaccessible à cet endroit-là. Dès que l'eau est traitée, l'eau, disons, devient invisible. L'eau n'est plus visible dès que l'eau est traitée, donc c'est sécurisé déjà là, parce qu'il n'y a plus moyen de rentrer en contact avec l'eau. De la polluer éventuellement d'une façon. En même temps, les sites sont sécurisés. Parce que c'est très important pour la population. Donc là, on est en territoire français et l'eau s'apprête à être distribuée dans le réseau. Voilà, donc on arrive en disant que là, on est arrivé au réservoir du Baucé. Et du réservoir du Baucé, il y a bien sûr une conduite neuve à l'époque, qui va traverser tout Menton, qui va finir à Roquebrune. Et en traversant Menton, elle va réalimenter les anciens réservoirs qui étaient déjà construits à l'époque du réseau qui venait de la Vésubie. Et en même temps, en ville, on va redonner de l'eau dans des piquages pour alimenter des quartiers, des zones qui jusqu'à présent étaient... Et au final, les immeubles et les appartements. Et au final, c'est ça. Je voudrais terminer simplement par une anecdote pour faire comprendre ce que l'eau représente et pour l'avoir vécu. La famille de ma femme est originaire de Perinaldo. Perinaldo, c'est un petit village à peu près à 600 mètres au-dessus de Ventimille. Donc nous y allions souvent. Et en été, comme les sources qui alimentaient le village n'étaient pas suffisantes, on coupait l'eau l'après-midi. Je dois dire que lorsque l'eau de la Roya a été fournie au village, ça a été une satisfaction énorme, un confort de vie énorme. L'eau, vraiment, c'est la source de vie et il est important de la préserver et il est important de bien alimenter tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que, effectivement, je rebondis sur cette remarque, l'eau, c'est source de vie, mais l'eau a un coût, et en particulier l'eau de la Roya. Le montant global total de ces travaux est difficile à évaluer parce qu'on est passé d'une période où les dépenses étaient comptées en francs, étaient évaluées en francs, et on est passé à une période où, bien entendu, c'est l'euro qui a cours. On peut dire, grosso modo, les études qui ont été entreprises sur ce sujet, que le chantier dans sa totalité a coûté 35 millions d'euros.
35 millions d'euros avec une participation de 7 millions d'euros de la principauté de Monaco et une participation du département et de la commune de Menton, bien entendu. Mais l'essentiel de la dépense est supporté par les consommateurs. C'est bien ça. Bien sûr. C'est-à-dire que ces travaux, plus bien entendu la maintenance du réseau, se retrouvent sur la facture d'eau. Donc une raison supplémentaire pour être, si j'ose dire, très économe en matière d'eau, et d'autant plus que dans les années qui viendront, bien sûr, cette eau risque de manquer. Alors, une question que je voudrais vous poser, est-ce qu'on a une évaluation de la variation de la nappe phréatique qui alimente donc ce réseau d'adduction d'eau de la Roya? C'est très difficile. Je sais que dans la zone où nous avons installé nos deux puits, il y a des piézomètres. Les piézomètres, c'est des petits forages avec à l'intérieur des sondes et des capteurs qui nous permettent de vérifier sous terre la hauteur d'eau et les caractéristiques de l'eau qu'on va pomper. On en a aussi installé tout le long de la rivière Roya pour aussi surveiller les différentes paramètres. Le débit. C'est ça. Et quand on compile tous ces éléments que nous on n'a pas, c'est pas nous qui les gérons, c'est le BRGM ou c'est des trucs comme ça de l'État, on peut voir les différentes variations de nappes entre l'été et l'hiver, donc les débits. Et on peut aussi se rendre compte qu'en ce moment, depuis la tempête Alex, il y a beaucoup de problèmes sur le fleuve Roya. À cause des alluvions. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont perturbé. Et je sais qu'il y a une étude qui est en cours pour mettre au jour les différents phénomènes qui sont arrivés depuis ces jours-là. C'est le cours de l'eau souterraine, surtout, qui a été perturbé. Oui, souterrain. Et puis en même temps, on se rend compte qu'avec le climat qui change, il pleut de moins en moins, donc il neige de moins en moins, donc on a de moins en moins d'eau qui nous arrive de la vallée des Merveilles. Et c'est inquiétant, je pense, pour la suite. C'est à ce point que je voulais vous amener, bien entendu. Il faut se réveiller et faire quelque chose. L'avenir de l'eau de la Roya est, bien entendu, conditionné par les variations du climat. Il y a moins de chutes de neige, donc moins, à la fonte des neiges, moins d'eau dans la Roya. Et on peut raisonnablement penser que dans les années à venir, les choses ne seront peut-être pas aussi faciles qu'il y a quelques années. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que nous qui avons des puits dans la Roya. Il y a aussi des organismes italiens plus bas que nous, heureusement, parce que nous on est quand même plus haut, donc on a quand même une chance, comme on est plus haut, ils ont en théorie d'avoir plus d'eau qu'eux. Qui prennent de l'eau aussi dans la nappe de la Roya et que cette eau va jusqu'à Imperia. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de populations qui est impactée par l'eau de la Roya. C'est-à-dire côté français et côté italien. La province d'Imperia, bien l'eau entendu. va très loin. Donc ça veut dire que beaucoup de gens sont impactés par cette quantité d'eau qui passe dans la Roya. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas laisser nos auditeurs dans l'inquiétude parce qu'il y a des études qui sont actuellement réalisées, en cours, notamment par les services techniques de la CARF. C'est un paragraphe de cette émission que nous aurions dû en principe traiter, mais compte tenu déjà de l'importance des descriptions que vous venez de faire, il était difficile d'envisager un paragraphe sur l'avenir de cette eau de la Roya. Je pense que nous aurons dans quelque temps une émission, non pas en totalité, mais en partie consacrée à ce problème du futur approvisionnement en eau des communes du littoral. Je pense qu'il est important de se mettre à l'œuvre. C'est important de prévoir l'avenir. Nous sommes à combien d'années de la fin de la Convention là? Alors, la Convention est jusqu'à 2032. Elle a été signée en 69 pour une période de 70 ans. Donc, en 2032, elle devrait se terminer. C'est-à-dire dans 15 ans. C'est peu.
puisque on l'a vu depuis le début de notre historique, il a fallu 32 ans pour amener l'eau jusqu'à Menton, 15 ans pour trouver des solutions de remplacement ou des solutions complémentaires, c'est effectivement très peu. C'est-à-dire il faut que les spécialistes s'en occupent dès aujourd'hui, y compris les politiques. Ils sont en train de s'en occuper et on aura l'occasion de les interroger sur les projets et sur les orientations futures. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure Auguste, l'eau c'est la source de vie. Sans eau, très difficile de continuer à vivre sur le territoire et en plus d'y accueillir des touristes. La population mentonnaise, elle fait que plus que doubler pendant les périodes estivales. Il faut donc, de toute façon, je pense que les Français et les Italiens ont tout intérêt à s'entendre parce que la Roya est un cours international. Donc bon, l'avenir quand même est là, il ne faut pas trop s'alarmer, mais il faut travailler, il faut faire marcher les matières grises, il faut s'en occuper. Voilà, d'autant plus que les données aujourd'hui politiques n'ont plus rien à voir comme à l'époque d'après-guerre, n'est-ce pas madame? Ça a changé, ça a changé. On a, paraît-il, toujours tort d'avoir raison trop tôt. De son vivant, Pascal Molinari a démontré tout à fait le contraire. Son idée, formulée en 1946, alors que les blessures de la guerre ne s'étaient pas encore refermées, elles étaient encore complètement ouvertes. Son idée a abouti 32 ans plus tard, le 21 juin 1978, à l'arrivée de la première goutte d'eau dans le réseau bas-service de Menton. Le réseau bas-service, vous qui êtes le spécialiste de cette émission, c'est quoi? C'est-à-dire, enfin, bas-service, c'est pas bas-service, mais c'est le réseau de l'extrémité de Menton, là. De Garavan. De Garavan, on a commencé à alimenter de la Girode. Il y a une canalisation qui descend, hein, qui vient alimenter jusqu'en bas à la Fontaine-en-Bury, si vous voulez. Oui. Et là, on a un point d'injection, disons, au niveau de la Fontaine-en-Bury. Et un autre aussi au-dessus du boulevard de Garavan, là, dans le même... C'est ce que vous appelez le réseau bas-service? Non, le bas-service, c'est le réseau... D'en bas. Si vous voulez, enfin, on va faire simple. Si vous voulez, on va faire simple. C'est moins... Il me semble. On va faire simple. Alors, plus sérieusement, pour certains observateurs de la construction de l'Europe, cette idée de l'eau de la Roya est le premier acte européen de coopération transfrontalière visant à renforcer et à développer des rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant de 2 ou de plusieurs États. On a commencé à Menton cette expérience. Elle porte en elle le projet d'une métamorphose des territoires transfrontaliers, non par uniformisation, mais par hybridation des cultures et des pratiques. C'est ce qui est important. Et c'est ce qu'a démontré le dossier de l'eau de la Roya. Depuis, bien entendu, d'autres expériences se sont répandues à d'autres frontières, des expériences de coopération transfrontalière. Mais si Pascal Molinari a été l'inventeur de l'adduction d'eau de la Roya, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Francis Palmero, devenu maire de Menton en 1953, puis député en 1958, en a été le défenseur acharné et le véritable moteur. Élu président du Conseil général des Alpes-Maritimes de 1961 à 1964, puis de 1967 à 1973, Francis Palmero mettra toutes ses forces et ses relations avec les autorités politiques italiennes qui étaient particulièrement bonnes pour faire aboutir ce projet. Et pour être complet, à l'inverse, son concurrent politique, le général Aubert, n'était pas favorable au projet qu'il qualifiait, lors du débat du 28 novembre 1968, un débat qui portait sur l'approbation de la Convention de 67, la ratification de cette Convention. Donc Emmanuel Aubert qualifiait ce projet, j'ouvre les guillemets, bien entendu, je ne me serais pas permis de me substituer à sa propre intervention, il qualifiait ce projet d'opération qui permet de penser que les sourciers qui s'en chargèrent n'avaient peut-être pas une baguette de très bonne qualité. Point final. Merci. Merci à vous, François. Merci à vous. Merci, Martine, d'avoir évoqué la mémoire de votre père. Oui.
et qui est, avec votre maman, un couple qui a forgé le Menton d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci madame, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mon cher François, vraiment, vous nous avez fait plaisir. Merci j'espère en tout cas. Merci d'être venu. Merci, à bientôt peut-être. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission, un nouvel épisode d'Imparlema avec ce sujet très important de l'eau de la Roya, bien sûr, comme on le disait, source de vie des deux Riviera. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr, et en podcast sur notre site internet www.fmradio.fr. Merci à tout le monde. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Et pour ma part, on se retrouve lundi soir à partir de 19h. Merci à tous. Vous avez manqué une de vos émissions préférées ? Fréquence Méditerranée, votre radio locale de proximité, vous offre la possibilité de retrouver toutes vos émissions en podcast vidéo et audio.